Assine, je te propose qu'on commence pour pas qu'on soit trop en retard dans le timing. Allez, très bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'AT2E Occitanie. Un webinaire qui va porter aujourd'hui sur le sujet du financement de la transition énergétique et environnementale en Occitanie. Effectivement, c'est un sujet essentiel dans la lutte contre le changement climatique et la conduite de la transition énergétique. En effet, les engagements au niveau français avec une division par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, et à l'échelle internationale, un objectif de 2 degrés, une réduction de 2 degrés de 2 degrés. Plus régionalement, en Occitanie, dans le cadre de la région à énergie positive, les objectifs sont de diviser par 2 les consommations d'énergie par habitant et de multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable. On reviendra dessus plus en détail par la suite avec les différents intervenants que je remercie d'ores et déjà pour avoir accepté de participer à ce webinaire. Eh bien, face à ces défis, on va dire que des changements structurels sont nécessaires et posent forcément la question du financement des investissements pour réaliser ces engagements. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est effectivement de balayer un petit peu les dispositifs de financement existants aujourd'hui en Occitanie avec, j'en reviendrai plus avec la présentation, enfin avec l'AREC qui nous exposera un petit peu, comment dire, les dispositifs existants. On aura derrière l'ADEME, mais je reviendrai sur le programme plus en détail. Ce que je vous propose avant d'aborder le programme, c'est peut-être de vous parler rapidement de l'association AT2E. Du coup, j'aimerais bien que tu puisses, Margot, m'envoyer le slide suivant, s'il te plaît. Je n'arrive pas à le faire basculer. Très bien, je te remercie. L'AT2E, une association professionnelle qui a été créée en 1978 pour promouvoir la maîtrise de l'énergie et informer sur les enjeux environnementaux dans l'objectif de soutenir les énergies renouvelables auprès des collectivités et des entreprises. Elle compte près de 2400 adhérents avec 11 délégations régionales qui organisent au total près de 50 événements à l'année, que ce soit des colloques, des webinaires, des visites de sites industriels, pour l'essentiel. 7 domaines d'expertise répartis en 2 pôles, un département maîtrise de l'énergie qui anime une communauté référente d'énergie, un club C2E qui rencontre un vif succès, un club cogénération et 4 programmes nationaux. ProRefeil pour la formation des référents dans l'industrie, ProSMEN pour promouvoir les systèmes de management de l'énergie, OSCAR pour optimisation et simplification des C2E à destination des artisans de la rénovation. L'idée étant de leur faciliter l'accès aux aides, qu'elles soient publiques ou privées. Et enfin, le petit dernier qui est arrivé en juillet 2000, le dernier tout simplement, qui est arrivé en juillet 2000 de l'année dernière, FIBAT, qui est un programme dont la Téléso est porteur et pilote. Il s'agit d'un programme de formation à la rénovation énergétique pour les professionnels du bâtiment. 4 domaines d'expertise complémentaires autour des énergies renouvelables, le club biogaz, le club stockage d'énergie, le club power to gas et le club pyrogazéification. Et enfin aussi la revue Énergie Plus, qui est une revue bimensuelle autour de la maîtrise de l'énergie, vous l'aurez compris. Globalement, la T2E rassemble, informe, propose à ses adhérents et à sa communauté d'acteurs de l'énergie de confronter les points de vue et de capitaliser autour des retours d'expérience. Sans plus tarder, on va passer au programme. Alors, oui, alors en Occitanie, c'est près de 200 adhérents, entreprises, collectivités et entreprises et collectivités principalement. Avec, pour le programme 2023, on démarre l'année avec ce webinaire aujourd'hui. On envisage aussi de développer, de monter un programme autour de la chaleur renouvelable et en particulier de la géothermie. On parlera certainement stockage d'énergie au second semestre. On participera enfin au congrès bâtiment durable à Montpellier au mois de décembre. Pour le programme de la matinée, que je vais un peu plus détailler aujourd'hui, mais rapidement, Pierre Trovero, pour l'AREC Occitanie, nous présentera
les dispositifs d'aide dans le cadre de la stratégie REPOS, et puis un zoom sur FITEO. Nathalie Trousselette de l'ADEME nous présentera les dispositifs de financement. Laurence Vaglio pour BPI France nous présentera le plan climat. Elisabeth Atro pour le club C2E nous fera un bilan de la 4e période du dispositif des C2E avant d'aborder les actualités sur la 5e période. Madeleine Kras pour la CCI Occitanie nous parlera des dispositifs d'accompagnement à la transition énergétique. Et enfin, Marine Aguindegui pour nous fera un zoom pour Enterprise Europe Network, nous fera un zoom sur les aides européennes à la transition énergétique. Je vous propose de poser vos questions au fil des présentations via le chat et on prendra les questions à la fin du webinaire. On laissera un temps pour répondre aux questions. Et dans tous les cas de figure, la présentation vous sera remise a posteriori ainsi que le replay de ce webinaire. Je vous souhaite un bon webinaire à tous et je passe la main à Pierre du coup. Bonjour à tous. Alors, on va voir si j'arrive à défiler les slides. A priori, ça marche bien. Alors, avant, donc, pour vous parler des dispositifs de l'AREC, donc tout d'abord, je vais commencer par vous présenter ce qu'est l'AREC et l'état d'esprit de l'Agence régionale énergie-climat dans laquelle elle se positionne, et pour pouvoir comprendre comment fonctionnent ces dispositifs et comment ils peuvent éventuellement être adaptés à votre cas, le cas échéant. Donc tout d'abord, les missions de l'AREC, c'est de fabriquer des solutions de transition énergétique pour le territoire, via un accompagnement des acteurs du territoire, d'amplifier la rénovation énergétique, de massifier et financer la transition énergétique. Je reviendrai notamment via des positionnements d'investissement ou de tiers financement. Et ensuite, un dernier volet, de s'engager sur la résilience des territoires, notamment par exemple sur les sujets de retrait de côte, sur lesquels on regarde, on s'interroge pas mal. Donc là, voilà. L'Agence régionale énergie-climat d'Occitanie est un bras armé de la région qui a été créé dans le cadre de la stratégie REPOS, qui a pour ambition donc de réduire par 2 la consommation d'énergie par habitant et de multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable. Et c'est dans ce cadre que l'AREC se positionne pour aider les acteurs du territoire à développer des projets qui vont dans le sens de la stratégie REPOS. L'AREC propose donc une offre de services intégrés, donc c'est-à-dire va en plus des dispositifs clés en main que je vais vous présenter, qui ne sont d'ailleurs pas l'exhaustivité des dispositifs qu'on propose. L'AREC se veut de pouvoir proposer une offre de services adaptable en fonction des besoins qui sont présentés au service du territoire et au service des acteurs industriels, mais aussi des collectivités. On a une offre de service qui est assez large, qui va jusque donc de l'information jusqu'à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, en passant par de la gestion de projet, donc toutes les étapes, que ce soit la qualification, mais aussi le financement. Notre positionnement a pour vocation d'être un positionnement de tiers de confiance. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir proposer un accompagnement global avec un intérêt territorial. On ne fait pas d'études techniques, on se fait accompagner dans ce cadre par des experts que l'on a identifiés partenaires potentiellement. Et notre objectif, bien sûr, donc, c'est d'être de notre côté, d'avoir un équilibre financier, mais principalement de servir les intérêts du territoire. Dans ce cadre, l'AREC n'est pas un acteur qui propose des subventions, c'est un acteur qui propose des dispositifs qui ont pour objectif de s'autofinancer par les retombées économiques qu'ils génèrent.
Dans le cadre de nos travaux, on a identifié un certain nombre de besoins, notamment pour les acteurs industriels et tertiaires, qui sont liés aux enjeux de la transition énergétique, dont je reviens rapidement dessus, et que des besoins qu'on essaie d'adresser via nos dispositifs, notamment donc, les coûts énergétiques qui sont grandissants. Donc ça, je pense que de nombreux acteurs le subissent de plein fouet, surtout dans le cadre des acteurs industriels énergivores, mais aussi les acteurs du petit tertiaire. Donc on a un impact très fort lié à la consommation énergétique. Donc il y a aussi le risque de coupure, donc là maintenant qui a été plutôt écarté dans ce cadre, mais qui pourra toujours revenir. Et surtout le principal problème vis-à-vis de ce coût de l'électricité, c'est la volatilité qui génère beaucoup d'incertitudes pour les entreprises dans leurs prévisions. Voilà, donc ça c'est un vrai sujet qu'on essaie d'adresser. Et ensuite, il y a aussi donc les évolutions réglementaires qui se multiplient et qui peuvent générer aussi pas mal d'incertitudes, de risques réglementaires, si je puis dire, pour les acteurs du territoire. Donc là-dessus aussi, on a une volonté de pouvoir accompagner sur le sujet du décret tertiaire, par exemple, sur la loi LOM, mais aussi sur la nouvelle loi ENR, par exemple, qui demande la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques sur parking pour les parkings de plus de 1500 m². Voilà. Il y a aussi de nombreux enjeux de positionnement pour les acteurs, où aussi aujourd'hui il devient essentiel de déployer sa marque employeur vis-à-vis d'une situation de plus en plus tendue sur le marché du travail. Donc des positionnements de marque importantes comme l'excellence, mais aussi les critères environnementaux et RSE. Donc je vais vous présenter quelques dispositifs que l'on déploie au sein de l'agence. Je me permets de dire que donc c'est quand même des dispositifs qui sont construits aujourd'hui de façon clé en main, qui répondent à des besoins qui ont été identifiés à ce stade. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autrement, ni d'autres choses. Notre ambition pour nous, c'est d'être capable d'apporter une réponse adaptée à, je ne veux pas dire à chaque besoin, mais dès qu'un besoin est identifié et on va dire peut se répéter, on va essayer de trouver une solution qui va s'adapter à ce besoin. Je me permets d'insister sur le fait que de notre côté, on ne fait pas de subventions directement, mais on va par contre accompagner, par exemple, à la récupération de subventions, et notamment dans le cadre du dispositif FITEO que je vous présente tout de suite là. Donc le dispositif FITEO est un dispositif qui a pour ambition d'accélérer la décarbonation de l'entreprise. Donc c'est un dispositif qui a pour vocation de servir les acteurs du tertiaire et industriel. Donc comment ça fonctionne? C'est un dispositif qui est un dispositif de tiers financement où on va poser une solution clé en main mobilisant l'ensemble des dispositifs et outils de la transition. Donc c'est-à-dire qu'on va récupérer les subventions récupérables sur un projet identifié. Donc un projet qui est identifié, je vais par exemple parler de rénovation d'outils industriels. On va regarder quelles sont les subventions qu'on peut obtenir. On va regarder quels sont les certificats d'économie d'énergie ou autres aides qui peuvent être obtenus. Et on va récupérer donc ces financements, financer le reste à charge de notre côté et donc porter tout le financement du dispositif. Et à la suite de cela, on va proposer un loyer à l'industriel qui va s'équilibrer par rapport aux économies d'énergie réalisées via ces actions d'économie. C'est un dispositif qu'on met en place en partenariat notamment avec l'opérateur de service Greenflex qui va porter tout l'aspect, toutes les études techniques sur chacun des sujets, donc sur chacun des dossiers industriels ou tertiaires, et qui est porté donc via la société FITEO, dont l'AREC est actionnaire. Les 4 composantes importantes de ce dispositif, c'est que l'acteur industriel ou tertiaire investit 0 capex sur son projet industriel, sécurise ses projets d'un point de vue technique et financier. On a quand même
la prise en charge des études techniques permettant de sécuriser le projet et la fourniture. Ça lui permet donc d'accélérer sa transition énergétique, notamment sur les volets que ce soit de rénovation bâtiment ou d'outils industriels. L'objectif, c'est comme on arrive à sortir l'investissement dans ces nouveaux outils de la stratégie financière de la société, puisqu'on le fait via un tiers financement, ça allège la contrainte pour l'acteur industriel ou tertiaire. Et à la suite d'un temps où un loyer a été donné à l'acteur, a été demandé à l'acteur, l'ensemble des travaux réalisés et des actifs lui sont cédés par la suite, et ça permet donc un retour sur investissement visible et maîtrisé, puisque à la suite, l'ensemble des actifs lui appartient et il peut bénéficier des économies d'énergie et de la performance industrielle associée. Donc, par exemple, dans le cas d'espèces, comment ça fonctionne vis-à-vis d'un acteur industriel ou tertiaire, on lui demande, on lance donc un projet. Donc là, en l'occurrence, c'était le projet Villeroy-Boch. Je vais le redétailler juste après, qui a commencé en 2022. Les économies d'énergie sont réalisées à partir de 2023 et 2024. Et on demande un loyer donc qui est à peu près égal aux économies d'énergie estimées. Donc ça, c'est quelque chose, on se met d'accord avec l'acteur avec lequel on travaille sur les économies d'énergie. Donc on se met d'accord sur les prix estimatifs et on va estimer donc un loyer. Et à la suite de cela, donc là par exemple au bout de 8 ans, au bout de 6 ans, le loyer s'arrête. Le dispositif est complètement cédé à l'acteur et toutes les économies d'énergie sont un gain net pour l'acteur. Voilà. Donc on voit bien un impact quasiment nul sur les charges de l'entreprise sur les premières années du projet. Les principales étapes du dispositif ITO. Donc souvent, pour pouvoir être éligible à un dispositif ITO, l'objectif pour nous, c'est quand même d'avoir un projet donc qui est mature, qui est identifié, où on sait quels sont les montants à investir. Donc soit soit l'acteur connaît donc les travaux à réaliser ou les produits à acheter, et dans ce cas-là, on peut directement aller sur le volet financement et optimisation du financement. Et sinon, on a la possibilité aussi d'accompagner ce dispositif avec la mise en place d'une stratégie plus ou moins complète en fonction de la maturité de l'acteur sur sa transition. Donc ça peut être une stratégie bas carbone complète. Dans ce cas-là, on va s'appuyer avec un partenaire. Donc là, par exemple, régulièrement Greenflex, et par la suite, on va aller sur le dispositif de financement. On centralise, donc on a une phase où on va centraliser les aides possibles, et ensuite on va aller sur l'investissement de ce projet et le pilotage de ce projet jusqu'à la livraison des nouveaux dispositifs. Et si le besoin est identifié, on peut avoir aussi des systèmes de contrats de performance énergétique qui peuvent être mis en place. Exemple d'un projet qui a été conclu en 2022, c'est celui de Villeroy-Boch. Donc Villeroy-Boch, c'est une entreprise franco-allemande de produits céramiques, innovante et leader sur son marché. Là-dessus, on a eu à remplacer les séchoirs de l'industrie, puis aussi de faire des systèmes de valorisation de chaleur fatale qui permettent donc des économies d'énergie à hauteur de 5,5 gigawattheures par an, environ donc 20% de la consommation. Puis les économies d'énergie réalisées par cet investissement sont déjà plus importantes que les loyers qui sont soumis à l'acteur industriel. De 7 ans, l'ensemble des séchoirs et de tous les actifs lui sont officiellement cédés, et le gain devient net
et c'est des centaines, voire plus, milliers d'euros qui sont économisés tous les ans pour l'acteur industriel. Et dans ce cas d'espèce, on a réussi à récupérer des aides à hauteur de 40% du montant investi. Donc voilà pour vous donner un petit ordre d'idée de ce que peut donner le dispositif FITEO. Une très petite synthèse sur les impacts financiers du dispositif. Donc, on a un impact, donc voilà, aucun impact sur la trésorerie, le retour sur investissement qui peut être rapide et important, aucune levée de dette pour l'acteur, un intérêt comptable, donc ça on pourrait y revenir au besoin, et bien sûr la réduction de l'impact sur la volatilité des prix de l'énergie et la récupération de l'actif à l'échéance du contrat. Voilà. Donc voilà pour le dispositif FITEO. Je vais vous présenter aussi quelques autres dispositifs qui existent au sein de l'AREC. Ce n'est pas exhaustif, c'est juste pour vous montrer un petit peu tout le panel d'activités, tout le panel de solutions qu'on peut vous proposer, et dont l'objectif à chaque fois c'est de réduire l'impact financier, voire qu'il soit nul pour l'acteur, tout en permettant sa transition énergétique. On a par exemple une offre sur mesure pour produire donc de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques, notamment pour des ombrières de parking. Donc là, avec le dispositif ombrière d'Occitanie. Donc là-dessus, on est sur un dispositif qui est complètement gratuit. En fait, l'électricité est financée par la production, enfin le dispositif est financé par la production d'électricité. Et donc ensuite, il y a une revente du réseau électrique, de l'électricité au réseau électrique durant les 30 premières années du projet. Donc voilà, donc ça c'est un dispositif qui peut être mis en place pour des petits parkings, donc à partir de 14 places. Donc voilà, si c'est un dispositif qui porte votre intérêt, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Régulièrement les ombrières, on en installe sur des parkings qui sont un peu plus gros. Bah là, voilà, c'est un dispositif qui est éligible à des petits parkings, donc qui peut être intéressant pour différents acteurs, sachant que derrière, il y a la possibilité de mettre en place des bornes de recharge sur les ombrières. Ensuite, on a un deuxième dispositif sur le volet PV qui est Oxysun, qui est un dispositif qui est spécialisé sur les sujets d'autoconsommation, donc l'électricité que vous voulez consommer vous-même. Et là-dessus, donc, ça peut être des ombrières de parking, des panneaux photovoltaïques en toiture ou centrales au sol. Et pareil, c'est un dispositif qui est complètement autofinancé. Et en fait, on va avoir la rémunération va se faire via un prix d'achat de l'électricité qui va être mis, où il va y avoir un accord entre le consommateur, donc qui met en place qui va accueillir ces panneaux photovoltaïques et le dispositif. Donc là, on va se mettre d'accord sur un prix d'achat sur une vingtaine d'années. Et à la suite de cela, donc il va être a priori largement inférieur au prix de marché. Et à la suite de cela, au bout de 20 ans, les panneaux vous sont cédés et le bénéfice vous est entièrement remis. On est en train de lancer de nouveau des dispositifs sur les sujets mobilité gaz vert. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont un peu plus récents, sur lesquels on essaie d'adresser un certain nombre de réponses. Par exemple, on a un partenariat qui est en train de se lancer avec les stations REV, qui sont des petits box de parking sécurisé qui peuvent être installés endroits pour donc ces parkings de vélos et qui sont équipés notamment de bornes de recharge. Donc ces parkings avec un toit photovoltaïque et qui vont pouvoir recharger les vélos électriques et qui peuvent être installés un petit peu partout. Donc voilà, donc ça c'est un dispositif sur lequel on est en train de se mobiliser. Donc si jamais vous avez pour votre entreprise ou pour
si vous avez la volonté voilà, de déployer un petit peu des parkings de vélos et que vous voulez une solution un peu simple et potentiellement j'ai envie de dire, où l'empreinte ne doit pas être importante. Là-dessus, on est sur un dispositif qui est assez simple à déployer. Enfin, on porte un certain nombre de projets hydrogène pour l'ambition régionale. Donc là, je ne vais pas aller trop dans le détail sur les différents types de projets qu'on porte, mais sur le sujet hydrogène, on a tout un plan hydrogène qui est porté par la région sur lequel on les accompagne. Donc si jamais vous avez des sujets hydrogène, volonté de déployer les dispositifs hydrogène pour votre entreprise ou votre collectivité ou autre, bon bah voilà, c'est des choses sur lesquelles on se positionne et où on cherche à aller vers des dispositifs de tiers financement ou du moins ou des dispositifs qui sont le moins cher possible, voire zéro investissement pour l'acteur territorial. Voilà, j'en ai fini. Donc sur le support, vous voyez, vous aurez le contact au besoin si vous voulez avoir plus de renseignements sur chacun des dispositifs ou d'autres dispositifs qu'on pourra mettre en place au sein de l'Agence régionale énergie-climat. Voilà. Merci beaucoup Pierre pour cette revue des services proposés par l'AREC. Sans plus tarder, je propose d'enchaîner directement avec les dispositifs de financement prévus en 2023 par l'ADEME et avec Nathalie Trousselet. Oui, bonjour à tous. Écoutez, je vous propose qu'on passe directement au transparent suivant. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de vous présenter du mieux que je vais pouvoir nos dispositifs. Alors, sachant qu'on a énormément de dispositifs, puisque depuis maintenant 30 ans, l'ADEME a fêté ses 30 ans en 2022. On est engagé alors auprès de tous les acteurs, hein, les entreprises, les collectivités notamment. Alors c'est vrai que les particuliers hein, ne bénéficient pas en tout cas de nos aides directement. Néanmoins, on est engagé auprès de tous pour l'accélération de la baisse de nos consommations d'énergie notamment, et puis pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous présenter l'ensemble de nos dispositifs, puisqu'on en a vraiment beaucoup. Je me suis concentrée notamment sur nos dispositifs en lien avec l'énergie. Néanmoins, je voulais finalement commencer par vous indiquer le lien vers la plateforme sur laquelle on retrouve l'ensemble de nos dispositifs d'aide. Donc ça, c'est quand même une évolution importante des dispositifs de l'ADEME, hein, puisque cette plateforme, elle a été mise en place, je pense maintenant que ça doit faire 2 ans. C'est vraiment une évolution importante puisque tous les dispositifs d'aide de l'ADEME, tous les dépôts de demande d'aide, toute la contractualisation des subventions de l'ADEME, tout est dorénavant dématérialisé. Donc c'est vrai que ça peut au départ impressionner, effrayer un petit peu, mais ça apporte énormément de transparence puisqu'en fait sur cette plateforme agirpourlatransition.adem.fr, on retrouve de manière complètement transparente tous les dispositifs d'aide, toutes les conditions d'éligibilité, tout le calcul de nos aides. Donc c'est vraiment important de se référer à cette plateforme. Voilà, n'hésitez pas à aller voir cette plateforme. Ce que je souhaite aussi vous dire avant de rentrer vraiment dans le détail, c'est que ce webinaire a lieu au mois de janvier. Alors, ce qui est vraiment une chance, mais ce qui nous place aussi finalement dans une période où on relance encore, on est encore en train de relancer notre machine. Donc notamment, tous les dispositifs ne sont pas forcément encore relancés là pour 2023. On a même des dispositifs pour lesquels on attend encore le détail sur les modalités concrètes pour la nouvelle année. Donc n'hésitez pas à aller régulièrement sur la plateforme. Vous verrez des indications quant aux dates de relance des dispositifs, etc. Et du coup, je vous demande de m'excuser
pour peut-être les imprécisions que je vais vous donner ce matin quant à certains dispositifs. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà, super. Alors, je vous indique également le lien vers 2 documents alors que nous avons fait en Occitanie, justement pour essayer de donner un petit peu de lisibilité à notre accompagnement puisque voilà, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de dispositifs qui sont opérés par l'ADEME, soit sur notre budget propre, soit sur les budgets alors France Relance et puis maintenant France 2030. Sur la gauche de l'écran, vous avez l'ensemble des dispositifs qui sont plutôt l'offre ADEME aux entreprises. Et puis sur la droite, plutôt l'offre ADEME aux collectivités, au secteur public. Ces deux catalogues, finalement, ces 2 documents sont sur le site de l'ADEME, seront bientôt remis à jour. Là, je pense qu'on est encore sur des versions qui datent d'octobre 2022. Et elles seront bientôt remises à jour dès qu'on aura vraiment une lisibilité sur tous les dispositifs 2023. Et surtout, c'est des documents qu'on met régulièrement à jour sur le site internet de la direction régionale. Dès qu'on a des modifications des dispositifs, on va vraiment remettre à jour ces documents. Donc, n'hésitez pas voilà, à vous y référer. Ce sont vraiment des documents voilà, pour nous de référence sur l'ensemble de nos dispositifs d'accompagnement. Alors, maintenant vraiment que j'ai fait ces propos introductifs, je vous propose de zoomer sur quelques dispositifs en lien vraiment avec nos dispositifs, enfin avec la transition énergétique. Une fois encore, j'ai été obligée de faire des choix. L'accompagnement de l'ADEME, c'est avant tout finalement de l'aide à la décision. Donc, je voulais zoomer notamment sur l'aide à la décision dans le cadre de la gestion de l'énergie, hein, qui est importante, notamment dans le cadre de l'industrie. Et c'est vrai que vu le contexte énergétique qu'on connaît depuis quelques mois, c'est d'autant plus important. Donc, notamment vous faire part de dispositifs sur les audits énergétiques en industrie et puis toutes les études d'amélioration de la performance énergétique, hein, qui sont 2 dispositifs qui nous permettent d'accompagner les industriels, alors les PME, mais aussi les sites de moins de 250 salariés des grandes entreprises, dès lors que l'entreprise est à jour de ses obligations vis-à-vis de l'audit réglementaire. Donc les liens qui sont ici sont des liens actifs, hein, donc vous pouvez avoir là encore tous les détails des conditions d'éligibilité. En ce qui concerne l'étude d'amélioration de la performance énergétique, hein, ce sont toutes les démarches qui permettent d'aller plus loin que l'audit énergétique en industrie. C'est vrai que j'ai beaucoup de dispositifs dont je souhaiterais vous parler, donc je ne vais pas voilà, détailler plus en avant. Également, l'aide à la décision, ça peut concerner, je vais en parler ensuite plus en détail, la chaleur renouvelable. Pour nous, le développement de la chaleur renouvelable, c'est vraiment une partie très importante de notre activité. Donc, bien sûr, l'aide à la décision sur la chaleur renouvelable, c'est qu'on finance beaucoup d'études de faisabilité sur la chaleur renouvelable, mais aussi des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, des schémas directeurs de réseau de chaleur. Voilà, donc un gros pan de notre activité et je rentrerai plus dans le détail juste après sur la chaleur renouvelable. Merci. Je voulais également vous présenter alors un dispositif dont on parle finalement assez peu. Alors là, on est sur de l'aide à la décision, mais plutôt sur de l'ingénierie. Ce dispositif, c'est un dispositif expérimental. Vous voyez qu'il est réservé pour l'instant à quelques régions, à 4 régions plus exactement. C'est le booster entreprise éco-énergie tertiaire. Et c'est un dispositif qui pour nous, je vais le détailler juste après, qui pour nous rappelle finalement l'importance de ne pas se lancer directement dans des travaux lorsqu'on conduit un projet de rénovation, mais bien de rappeler l'importance, la plus-value de l'ingénierie sur ces projets de rénovation et de bien se fixer des objectifs de résultats. Si on va à la diapo suivante, super.
Donc, l'objet de ce booster, donc je le redis, c'est un dispositif expérimental. On ne pourra pas accompagner énormément d'entreprises. Ceci étant, l'objet de ce dispositif, c'est de pouvoir accompagner quelques entreprises assujetties ou non au décret tertiaire et de pouvoir les accompagner dans leurs besoins en ingénierie liés à la rénovation de leur patrimoine. Alors qu'elles soient ou non assujetties au décret tertiaire font qu'on ne va pas forcément les accompagner sur toutes les phases nécessaires à leur ingénierie. Pour les entreprises qui ne seront pas assujetties au décret tertiaire, on pourra les accompagner sur, vous le voyez sur la gauche de l'écran, sur 2 phases préalables. La première phase de diagnostic, d'état des lieux, d'analyse, de mise en place d'un plan d'action, de montage financier. Sur la deuxième phase qui va être finalement tout ce qui est accompagnement à la mise en œuvre d'actions avec un temps de retour assez rapide, la mise en place de régulation des installations, de GTB, donc voilà, des actions à plus court terme. Et puis, pour toutes les entreprises qui vont être pour le coup assujetties ou non assujetties au décret tertiaire, c'est ce que vous voyez au bas de l'écran. On va les accompagner sur de l'ingénierie pour la réalisation de travaux d'économie d'énergie. Là, l'idée, c'est vraiment qu'elles s'engagent sur un des scénarios du décret tertiaire, comme on le voit dans le bas de l'écran. Donc là, toujours pareil, dans le cadre du temps qui nous est imparti, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais je vous encourage à aller le voir. J'avais indiqué sur la diapo précédente le lien vers le dispositif dans son ensemble. Je vous propose qu'on passe à la suite. Alors là, vraiment, le gros morceau de notre activité, en tout cas dans le pôle transition énergétique que je coordonne, le développement de la chaleur renouvelable, c'est vraiment important. Alors, c'est important dans notre pôle, mais globalement, c'est une activité importante de l'ADEME. Et si c'est une activité importante de l'ADEME, c'est parce qu'on a, donc au niveau national, des objectifs de développement de la chaleur renouvelable qui sont importants. Alors, je l'ai rappelé rapidement, ça me semble important de le rappeler au bas de cette diapositive. La chaleur, c'est vrai qu'on parle souvent d'électricité, mais la chaleur, c'est important. C'est quand même 40% de notre énergie qui aujourd'hui reste encore beaucoup produite à partir de combustibles fossiles. Donc, il y a quand même des enjeux très forts de décarbonation de cette chaleur. Et on a des objectifs importants qui nous sont fixés alors, par la loi, mais aussi par la PPE, de développer la chaleur renouvelable. Et pour n'en citer qu'un, on attend de nous qu'on produise 38% de notre chaleur via des énergies renouvelables d'ici 2030, sachant qu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 20%. Donc, on a un vrai objectif. Et le rôle de l'ADEME, c'est via l'accompagnement de porteurs de projets, de participer à l'atteinte de ces objectifs. Pour ça, on a un outil financier qui est le Fonds Chaleur, qui est notre outil financier depuis 2009, qui a toujours su s'adapter, je crois, depuis 2009, et qui, alors notamment en 2022, a montré qu'il savait s'adapter et être réactif. Et notamment au mois de mars, à l'annonce du plan de résilience par le gouvernement, le budget du Fonds Chaleur a été porté à 520 millions d'euros, ce qui est vraiment un niveau historique, et ce même niveau budgétaire a été confirmé pour 2023. Pour la direction régionale en Occitanie, ça se traduit par 215 opérations. Alors, ces chiffres sont à prendre encore avec quelques pincettes puisqu'on est quand même en train d'affiner les chiffres, mais le dernier bilan, on était quasiment à 48 millions d'euros d'aide. À titre de comparaison, l'année 2021, qui était déjà exceptionnelle, on était autour de 21 millions d'euros d'aide attribués au titre du Fonds Chaleur. Donc, c'est vrai que voilà, l'effort porté sur le budget du Fonds Chaleur se ressent directement pour notre direction régionale et ça veut dire qu'on a des projets à développer en Occitanie.
Je vous propose qu'on passe à la slide suivante pour vous dire concrètement ce que ça veut dire le développement de la chaleur renouvelable. Ça veut dire qu'on va, alors au-delà des études de faisabilité dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on va pouvoir accompagner concrètement l'investissement, aider des installations de production de chaleur renouvelable, qu'elles soient collectives ou industrielles, sur de la biomasse, sur de la géothermie, sur du solaire thermique, sur de la récupération de chaleur fatale, que ce soit sur usines d'incinération ou sur process industriels, et également des unités de méthanisation. On va également participer au financement de réseaux de chaleur, que ce soit des créations ou des extensions de réseaux de chaleur. Et puis, on a depuis quelques années une opération en lien avec des audits, puis des réhabilitations d'installations solaires thermiques collectives, puisqu'on a constaté la présence d'installations solaires qui étaient défectueuses. Donc, ça nous semble important de pouvoir les remettre en fonctionnement. Je vous ai mis le lien vers une page dédiée en fait, où sur une seule page internet, vous avez l'ensemble de nos dispositifs. D'abord les dispositifs d'aide à la décision sur la chaleur renouvelable, puis l'ensemble des dispositifs biomasse et géothermie, etc. En cliquant sur chacun des dispositifs, vous avez le lien vers chacun des dispositifs détaillés. Vous verrez notamment que la plupart de nos aides sont des aides forfaitaires. Donc, ça veut dire que chaque porteur de projet peut assez rapidement savoir en fonction de son projet les niveaux d'aide auxquels il peut prétendre. Et puis, bien sûr, les conditions d'éligibilité. Si on poursuit sur le développement de la chaleur renouvelable, un point très important en Occitanie, c'est qu'on met à la disposition des porteurs de projets tout un réseau d'accompagnateurs sur les territoires, le réseau des missions chaleur renouvelable. La ligne, la information sur les MCR, donc MCR pour mission chaleur renouvelable, c'est un lien actif. Puisque la carte, je l'ai plus mise à titre d'information, mais j'ai bien conscience qu'elle n'est pas complètement lisible. Donc, le lien est vraiment actif pour avoir tous les contacts de vos missions sur chacun des départements concernés. Ces missions chaleur renouvelable, elles ont bien vocation à finalement apporter un accompagnement à la fois technique mais aussi administratif. Alors technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès les prémices d'un projet, elles peuvent réaliser des pré-faisabilités, des analyses d'opportunité, ce qu'on appelle dans notre jargon, pour vérifier si un projet, si ça vaut la peine d'étudier plus en avant un projet. Ensuite, elles peuvent accompagner les maîtres d'ouvrage sur la phase de réalisation de leur projet. Alors bien sûr, sans jamais se substituer aux maîtres d'œuvre, au bureau d'études. Puis elles peuvent suivre les maîtres d'ouvrage pendant la vie de leur projet. S'il y a un souci sur une installation, on peut faire appel aux missions chaleur renouvelable qui viennent aider les porteurs de projet pour essayer de comprendre ce qui cloche sur une installation. Donc vraiment pour nous, techniquement, ce sont vraiment des relais sur lesquels on s'appuie au quotidien. Et puis, elle réalise également un accompagnement administratif, ne serait-ce que sur le montage des dossiers de demande de subvention. Donc, vraiment pour nous, un réseau sans lequel on ne pourrait pas travailler et sur lequel on demande aux porteurs de projets de s'appuyer. Je vous propose de vous dire quelques mots sur nos dispositifs d'accompagnement à la décarbonation de l'industrie. Si on peut passer aux transparences suivantes. Merci. Alors, l'ADEME, donc depuis quelques années maintenant, est opérateur de plusieurs dispositifs. Tout d'abord, c'était donc France Relance, maintenant France 2030. Alors aujourd'hui, donc là, je prends un petit peu des pincettes puisque clairement, on est en attente de relance de ces dispositifs pour la nouvelle année. Concrètement, je rentrerai un petit peu plus dans le détail des dispositifs, mais concrètement, il s'agit de réaliser des opérations qui vont mener à une réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le site d'un industriel, d'une entreprise.
Et puis après, on a donc des différences en fonction des dispositifs dont je vais vous parler tout à l'heure. Je ne vous cache pas que ça a été une nouveauté pour l'ADEME d'aller sur ce terrain-là qu'on ne connaissait pas il y a encore, je vais dire, 3 ans. Le type de dépenses éligibles à ces dispositifs, c'est avant tout l'efficacité énergétique, hein, notamment le remplacement d'un équipement par un nouvel équipement qui va être plus performant et qui va enfin, en tout cas permettre à l'industriel vraiment d'avoir un gain énergétique. Également, tout ce qui est modification du mix énergétique dans le cadre d'une baisse des émissions de gaz à effet de serre et notamment le passage à l'électricité ou l'intégration des énergies renouvelables. Également, l'intrant de matières alternatives hein, ou l'utilisation de procédés de recyclage, la mise en place de procédés d'efficacité matière, et puis également toute autre opération qui permet de réduire des émissions de gaz à effet de serre autres que le dioxyde de carbone. Si on rentre un petit peu plus dans le détail sur le transparent suivant, des 3 principaux dispositifs qui existaient en 2022 et qui vont être relancés en 2023. Donc là, vous voyez clairement, je vous renvoie sur mon collègue Sean Koch. D'ailleurs, ça, c'est aussi un point important à relever, c'est qu'on a donc un nouveau collègue qui est arrivé en début d'année. À mi-temps pour Occitanie, puisqu'en fait, il est à temps plein, mais on le partage avec nos collègues de Nouvelle-Aquitaine. Et surtout qui est en CDI pour la direction, enfin pour les 2 directions régionales. Ça veut dire que on pérennise ces postes autour de la décarbonation de l'industrie. Et ça, c'est quand même très important en termes de marqueurs de l'activité de l'ADEME sur la décarbonation de l'industrie. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail donc des 3 principaux dispositifs sur la décarbonation de l'industrie, on avait, alors je pense qu'ils vont garder les mêmes noms, mais je reste avec des pincettes. 3 dispositifs, Décarb Flash, Décarb Inde et le BCIAT. Sur les 2 premiers, Décarb Flash et Décarb Inde, ce qu'il faut retenir, c'est que le premier, Décarb Flash, est pour les petits projets. Je dis bien petits en mettant des guillemets, puisque ce petit veut dire des montants d'investissement compris entre 100 000 € et 3 millions d'euros. Et donc, pour ce dispositif-là, on était plutôt sur une procédure simplifiée de dépôt et sur une procédure simplifiée d'instruction. Ce que vous voyez en bas du tableau, c'est qu'aujourd'hui, on sait que ce dispositif ou son petit frère va être relancé, mais on n'a pas d'informations, ni en termes de contenu précis, ni en termes de planning. Alors, en tout cas, on n'en avait pas la semaine dernière. C'est vrai que les choses, je le vois depuis le début du mois de janvier, peuvent parfois bouger assez vite. En tout cas, la semaine dernière, on n'avait pas d'informations, si ce n'est une volonté de le relancer en 2023. Pour le Décarb Inde, qui est le pendant, mais pour les gros projets, toute entreprise éligible, des montants d'investissement supérieurs à 3 millions d'euros, et un dispositif où on avait une instruction approfondie des projets. Là, clairement, la relance, elle est prévue et elle est prévue assez rapidement d'ici la fin du premier trimestre. Le cahier des charges était prêt. Alors, pour autant, on ne pouvait pas le diffuser, on ne peut pas le diffuser parce qu'il est en cours de validation. Et ça, ce sont des dispositifs qu'on n'opère pas tout seul. On a une lecture des ministères. Donc, voilà. On sait que c'est prêt. A priori, on a des modalités à peu près similaires à ce qui s'est fait en 2022. Donc, toujours pareil, je vous renvoie sur notre page Agir parce qu'en fait, sur la page Agir pour la transition, on a toujours les dispositifs de 2022. Donc, ne serait-ce que pour se donner une idée, vous pouvez aller voir le dispositif de 2022. Ça va bientôt ressortir. Et puis, le BCIAT, alors qui en fait existe depuis longtemps, hein, c'est notre dispositif qui permet d'accompagner des installations de production de chaleur à partir de biomasse pour alimenter des sites industriels. Et l'idée, en tout cas l'année dernière, enfin jusqu'à l'année dernière, c'était vraiment sur de grosses installations puisque à partir de 12 gigawattheures, là, on est sur le même calendrier que pour le Décarb Inde. Le cahier des charges est prêt ou quasiment prêt. On est en train de valider tout ça et on a une relance prévue à la fin du premier trimestre 2023. Donc, c'est vraiment pour
les petits projets où je mets plus de pincettes, je prends plus de pincettes. Je propose de passer au transparent suivant pour vous parler du BCIB. Alors, on a beaucoup d'acronymes, hein. Donc là, c'est la biomasse chaleur pour l'industrie du bois. Ce dispositif-là est un peu le petit frère du BCIAT dont je viens de vous parler. En fait, ce dispositif permet d'accompagner les industriels du bois qui mettent en place des installations des installations biomasse pour leurs besoins de séchage. Et l'idée, c'est vraiment une autonomie par rapport aux énergies fossiles, hein. C'est un dispositif qui a d'abord été lancé en 2022 à la suite de la mise en place du plan de résilience. L'année dernière, ce dispositif accompagnait les projets à partir de 6 000 MWh. Cette année, c'est 4 000 MWh. Donc là, typiquement, on a un dispositif qui a déjà été relancé, qui n'était pas il y a encore 3 semaines. Donc, les choses peuvent parfois aller très vite. Donc vraiment, ce dispositif-là, réservé aux industriels du bois, les scieries notamment, mais pas que. Je vous encourage à aller le voir pour plus d'informations. Un mot, mais vraiment un mot, puisque ça c'est aussi une des spécificités de l'ADEME, sur notre accompagnement au tourisme durable. Là encore, je prends quelques pincettes puisque les modalités précises pour 2023 ne sont pas parfaitement connues. L'accompagnement de l'ADEME sur le tourisme durable, pour l'ADEME, c'est depuis 2021. Donc là aussi, une diversification de nos activités. Pour le tourisme, les aides, elles visent essentiellement à réduire tout ce qui est coût fixe des entreprises de tourisme, que ce soit sur l'énergie, l'eau, les déchets, le gaspillage alimentaire, les transports, donc finalement un panel assez large. Tout ce qui est ancrage dans les territoires, donc notamment des actions qui vont favoriser les circuits courts de proximité, de qualité. Et puis tout ce qui est labellisation, formation, engagement écologique. Donc, sans pouvoir vous parler des 70 aides forfaitaires sur les investissements ou les études, je vous ai mis en bleu clair là quelques plus des mots-clés, hein, mais on va accompagner de l'éclairage, on va accompagner de la rénovation énergétique, des énergies renouvelables, des actions de mobilité, de la mise en place d'écolabels, tout ce qui est économie circulaire, donc notamment en lien avec le gaspillage alimentaire, hein, les biodéchets. Voilà. Et les aides, donc tout ça, je le redis, hein, ce sont plus les modalités 2022, puisqu'on attend vraiment sous peu les modalités 2023. Les aides sont entre 5 000 et 200 000 euros. Si on passe juste un tout petit peu plus dans le détail sur le transparent suivant, quand même quelques critères d'éligibilité. Ce dispositif est réservé aux territoires ruraux. Alors c'est très simple, il y a une liste de communes éligibles. Donc là, je vous renvoie sur le dispositif, vous tapez votre commune, soit elle est éligible, soit elle ne l'est pas. Ensuite, il y a des codes NAF en lien avec la restauration et l'hébergement touristique. Il faut que les entreprises aient le bon code NAF pour être éligibles. Et le troisième critère d'éligibilité, c'est que pour pouvoir bénéficier des aides, il faut avoir fait un diagnostic préalable via un partenaire du Fonds Tourisme Durable. Et on a en Occitanie 17 contacts, 17 partenaires du Fonds Tourisme Durable. Je vous le redis, la mise en ligne du dispositif 2023 est imminente. Je vous renvoie quand même juste en dessous sur le dispositif 2022. Et alors, c'est en tout petit parce que je ne voulais pas faire un transparent de plus. Je vous ai quand même mis un exemple d'un gîte qui a été accompagné en Aveyron. Alors pour le coup, qui a fait une opération complète avec de la rénovation énergétique, donc de l'isolation, de la géothermie, et puis aussi on a accompagné un sèche-linge performant, une bâche piscine, de la végétalisation, de l'éclairage, une opération sur du biodéchet, des vélos cargo, donc vraiment une opération voilà, très complète sur ce gîte. Voilà.
un exemple de ce qui peut être fait dans le cadre du fonds tourisme. Et alors, je crois qu'il me reste un transparent avec nos contacts. Voilà, donc moi, je coordonne le pôle transition énergétique, mais bien sûr, il y a toute une équipe qui travaille avec moi. Je vous ai juste remis également les contacts de mes collègues, donc Nathalie Gontier sur le booster entreprise éco-énergie tertiaire, Sean Coq sur la décarbonation, Christelle Bedès sur le tourisme durable, et puis le lien vers le site de l'ADEME Occitanie, et puis la plateforme Agir pour la transition, où vous retrouverez donc l'ensemble de nos dispositifs d'aide. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation qu'on aura compris non exhaustive de l'ensemble des aides de l'ADEME, en tout cas très complète. Je propose sans plus tarder, on a pris un petit peu de retard, mais ça va bien se passer, même si on débordera de 5 à 10 minutes. Je propose de passer la parole directement à Laurence Aglio pour BPI France. Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui vous parler du plan climat de BPI France. Et avant tout, je vais revenir un petit peu sur la genèse de ce plan climat. Nous avons mené des études au sein de BPI France à partir de 2020 auprès d'un panel d'entrepreneurs français. Et cette étude portait sur le rapport des dirigeants face au climat. Et ce rapport a permis de mettre en avant 3 chiffres intéressants. 80% des dirigeants considèrent que le changement climatique appelle une réaction d'urgence. Donc, la majorité des dirigeants sont vraiment convaincus qu'il faut agir. Pourtant, seulement un dirigeant sur 2 dit qu'il intègre une stratégie climatique au cœur de sa stratégie d'entreprise. Et enfin, en réalité, seulement 32% mettent réellement en place des actions. Donc, on voit que les dirigeants sont convaincus, mais qu'au final, très peu agissent. Alors, pourquoi il y a un manque d'action aussi important? Alors, on a identifié 3 principaux freins. Tout d'abord, les dirigeants considèrent qu'il manque de moyens financiers et que passer à l'action, se mettre en transition, ça coûte de l'argent. Le deuxième frein, c'est qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de technologie suffisante pour répondre à ces besoins. Et enfin, ils considèrent que aujourd'hui, les clients ne sont pas prêts à payer davantage pour des produits plus vertueux. Et donc, tant que la demande n'émanera pas des clients, pour eux, ils ne sont pas prêts à agir. Donc, à partir de ce constat, eh bien, nous avons construit le plan climat. Donc, le plan climat est là pour accompagner les entreprises dans la transition. Et ce plan climat s'articule autour de 3 axes. Le premier pilier, c'est de soutenir massivement les solutions innovantes en réponse aux freins dont je vous parlais au départ suite à notre étude. Le deuxième pilier de notre plan climat, c'est de soutenir massivement les énergies renouvelables. Donc, on a historiquement, BPI France est un acteur du financement des énergies renouvelables. On a toujours financé les projets photovoltaïques, la méthanisation, les éoliennes. Bon, ben là, on va continuer, on va massifier nos interventions dans ces domaines. Et enfin, le dernier pilier, qui est le plus ambitieux, c'est d'accélérer la mise en transition de l'ensemble des entreprises françaises. Pour cela, nous avons développé des solutions à la fois d'accompagnement, mais également de financement. Donc, je vais vous présenter les dispositifs d'accompagnement et de financement qui vont permettre d'accélérer la mise en transition des entreprises. Et alors, quand on reprend les principaux freins des dirigeants, eh bien, on s'est rendu compte que les dirigeants ne savaient pas forcément par quel bout prendre le sujet de la transition, qu'ils manquaient de formation et qu'ils avaient besoin d'échanger avec leurs pairs. Et donc, dans ce contexte-là, nous avons décidé de créer une communauté, qui est une communauté d'entrepreneurs engagés. C'est la communauté du coq vert. National, plus de 1500 membres. Au niveau régional, en Occitanie, aujourd'hui, on est à 120 membres dans la communauté. Et ces membres, ce sont qui? Eh bien, ce sont d'un côté des entreprises désireuses de se mettre en transition, mais qui ne savent pas forcément comment démarrer. Et on a de l'autre côté des offreurs de solutions. Donc, les offreurs de solutions, ce sont les fameuses Green Tech, entreprises innovantes.
On a à peu près 50% d'offreurs de solutions et 50% d'entreprises en transition. Et en plus de ces deux premiers types de membres, on a également des éclaireurs. Alors les éclaireurs, ce sont des entreprises qui sont là un peu pour embarquer les autres parce qu'elles sont déjà bien engagées dans la transition et elles savent comment faire et elles sont désireuses d'embarquer les autres. Donc au niveau national, on a 100 éclaireurs et aujourd'hui en Occitanie, on en a 2. Alors l'intérêt de rentrer dans cette communauté, c'est de partager, c'est vraiment de créer une émulsion entre les différents acteurs, entre les différents chefs d'entreprise. Et aussi au niveau régional, en présentiel, mais également en distanciel. Donc, vous avez accès, en étant dans cette communauté, à des formations gratuites, à des webinaires de présentation sur différentes thématiques, à des rencontres physiques du coup, et on va mettre en avant votre démarche parce que c'est important de communiquer auprès de vos parties prenantes sur ce passage en transition. Pour rentrer dans la communauté du Coq Vert, il faut soit d'abord avoir été accompagné par BPI France sur un de nos dispositifs d'accompagnement, soit avoir été accompagné par l'ADEME, puisque cette communauté a été créée en partenariat avec l'ADEME, soit être labellisé, ou enfin faire partie des offreurs de solutions. Au-delà de cette communauté, je vais vous parler des dispositifs d'accompagnement. Alors, on a mis en place ce qu'on appelle un continuum de solutions pour vous aider à vous mettre en transition. Il y a des dispositifs qui sont gratuits et qui permettent, par exemple, de faire sa mise en transition, avec par exemple le climatomètre ou encore un parcours de formation gratuit qui s'appelle le digital learning. Tout ça, c'est gratuit, ce sont sur des plateformes de BPI. Je vais vous plus spécifiquement de 3 types d'accompagnement. Aujourd'hui, on va parler du diagnostic écoflux, puis du diagnostic décarbonation et du VTE vert. Je n'arrive pas. Ah voilà, ça y est. Le diagnostic écoflux, c'est un diagnostic dont l'objectif est de faire la cartographie de l'ensemble des flux de votre entreprise. On va mandater un expert qui va venir dans votre entreprise et qui va mesurer votre consommation d'énergie, de matière, d'eau et de déchets. Suite à cet état des lieux, eh bien, un plan d'action va être mis en place et des idées de réduction de ces flux vont vous être soumises. En général, l'expert il va vous soumettre une vingtaine d'idées. Et pour chaque idée, il va y avoir un chiffrage. Est-ce que la proposition qu'il vous soumet nécessite des investissements ou pas? Puisqu'en fait, il y a des gestes qui sont tout simples et qui sont gratuits, mais il y a aussi des solutions qui peuvent nécessiter des investissements. Donc, pour chaque proposition, il y a un chiffrage à côté. L'expert vous soumet les subventions qui existent pour accéder à ces dispositifs, pour faire ces investissements, pardon. Et enfin, il mesure également un retour sur investissement. Donc, vous savez au bout de combien de temps l'investissement aura été amorti et quelles sont les économies que vous allez pouvoir générer par la suite. Donc, une fois que l'expert vous a présenté ses propositions, eh bien, le chef d'entreprise va choisir 4, 5, 6 de ces propositions et avec l'expert, vous vous mettez d'accord pour mettre en place finalement ce plan d'action dans la durée. Ça va durer à peu près 18 mois et pendant 18 mois, l'expert régulièrement, tous les trimestres, va venir faire un point pour voir où vous en êtes dans la mise en place de ce procédé. L'objectif est de vous permettre de réaliser des économies. Vous l'avez compris, des économies aussi bien en termes d'énergie, de matière, d'eau, mais du coup des économies financières. On estime que ces actions permettent de générer en moyenne 70 000 € d'économies par an, ce qui n'est pas négligeable.
Alors, ce dispositif s'adresse à des entreprises de plus de 20 salariés et le coût, du coup, dépend de la taille du site sur lequel est réalisé ce diagnostic, de 2 000 € à 3 000 € en fonction de la taille du site. C'est un dispositif qui a été co-construit avec l'ADEME. Les experts sont validés par l'ADEME et l'ADEME participe à 50% au financement de ce dispositif. Donc, au final, ce sont des dispositifs qui coûteraient 2 fois plus cher, mais l'ADEME en prend la moitié en charge. Donc, le reste à charge pour l'entreprise n'est que de 2 000 ou de 3 000 € en fonction de la taille. Voilà le premier dispositif dont je voulais vous parler. Le deuxième dispositif, c'est le diagnostic décarbonation. Alors, qu'est-ce que c'est que le diagnostic décarbonation? Eh bien, c'est un bilan carbone. C'est un bilan carbone qui est destiné aux entreprises qui n'en ont jamais fait et qui ne sont pas dans l'obligation légale d'en publier. Parce que, comme vous le savez sûrement, aujourd'hui, les entreprises de plus de 500 salariés sont dans l'obligation légale de réaliser un bilan carbone. Donc, nous, chez BPI, nous avons voulu démocratiser ce bilan carbone et faire en sorte qu'il soit accessible à tous parce qu'on considère que réaliser un bilan carbone, c'est vraiment une des premières étapes pour enclencher sa transition. Et donc, nous proposons ce dispositif, encore une fois, en partenariat avec l'ADEME, pour des entreprises de moins de 500 salariés. Comment ça se passe? Un expert que nous mandatons pour vous vient dans votre entreprise, réalise le bilan carbone, met en place un plan d'action avec vous, il établit un plan d'action que vous validez, et ensuite, eh bien, nous vous aidons à communiquer sur la réalisation de ce bilan carbone parce que c'est important de valoriser votre démarche auprès de l'ensemble de vos parties prenantes. Et donc, le coût pour l'entreprise, donc là, encore une fois, la moitié est prise en charge par l'ADEME et le reste à charge pour l'entreprise est de 4 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés et de 6 000 € pour les entreprises de plus de 250 salariés. Alors, quand on est chef d'entreprise, on n'a pas forcément le temps de s'occuper de tout. Et pourtant, on est un peu le chef d'orchestre dans l'entreprise. Et on peut avoir parfois besoin d'aide. Et donc, nous avons développé un dispositif d'aide au recrutement sur ces thématiques-là. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez recruter un jeune qui va mener une mission sur de mise en transition de votre entreprise. Et ce dispositif, ça s'appelle le VTE vert. C'est l'équivalent du volontaire international à l'entreprise, le VIE, que généralement vous connaissez bien. Eh bien, le VTE vert, c'est la même chose, mais pour des missions un jeune diplômé, il faut qu'il soit diplômé depuis moins de 2 ans et qu'il ait réalisé un bac +3 au minimum. Vous le recrutez soit en alternance, soit en CDI ou en CDD. Et à ce moment-là, vous faites une demande de subvention sur le site du VTE vert et vous allez pouvoir obtenir 12 000 € de subvention d'aide à l'embauche. Donc, ce qui est intéressant pour permettre finalement de confier ce type de mission à un jeune. Et ça peut vous décharger énormément par rapport au temps que ça prend. Voilà. Donc, une fois que ces dispositifs, une fois que ces diagnostics ont été réalisés, eh bien, souvent, il en résulte des besoins de financement. Vous allez vous rendre compte que vous allez devoir investir et donc, on propose des solutions de financement diverses. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 types de financement, le prêt éco-énergie et le prêt vert. Alors, ces 2 dispositifs, ce sont des dispositifs de financement BPI France. Et BPI France a la particularité d'être un établissement de place et nous n'intervenons jamais seuls lorsque nous finançons des entreprises. On intervient toujours en partenariat avec vos banques. Ça, c'est la règle de base, c'est notre ADN. Donc, on va intervenir à hauteur de 1 pour 1. Si on met 100 000 €, la banque doit mettre à côté 100 000 €. Ça, c'est la règle et ça vaut pour ces 2 dispositifs.
Ces deux prêts vont permettre de financer votre mise en transition. Alors, le prêt vert est un prêt qui peut aller jusqu'à 5 millions d'euros et qui va aller sur jusqu'à 10 ans en termes de durée, avec un différé de remboursement pouvant aller jusqu'à 2 ans. L'objet de ce prêt vert, c'est de financer soit du matériel, soit des actifs matériels, soit de l'immatériel. On peut prendre dans l'enveloppe de financement du prêt vert de la croissance de BFR liée à votre croissance à partir du moment où l'entreprise est dans une démarche de mise en transition. Voilà. Donc, l'avantage de ce prêt, c'est que vous nous justifiez que vous êtes en train de mettre en place des choses pour passer en transition, et nous pouvons mettre à votre disposition une enveloppe de financement que nous décaisserons sans justificatif et qui viendra compléter un financement bancaire associé. À côté, le prêt économie d'énergie, c'est un petit peu... c'est pareil, hein, ça sert à financer la transition de votre entreprise, sauf que là, ici, il vient financer les équipements éligibles au C2E. Donc, si par exemple, vous voulez isoler les combles de votre toiture ou remplacer un chauffe-eau solaire, par exemple, ou mettre aux normes une climatisation, tout ça, ce sont des investissements qui sont éligibles au C2E. Et donc, nous pouvons les prendre en charge dans le cadre de ce type de prêt. On monte à ce moment-là jusqu'à à 7 ans avec des différés de remboursement. Il faut savoir que lorsqu'on met en place un prêt économie d'énergie, on peut intégrer dans l'enveloppe de financement une partie immatérielle. Par exemple, si vous installez un chauffe-eau solaire, on va financer le chauffe-eau solaire, mais on peut également financer tous les frais qui vont être liés à l'installation du chauffe-eau solaire. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que les coûts immatériels représentent plus de 40% du budget global. Aujourd'hui, vous allez pouvoir les retrouver sur cette slide, pardon. Voilà. Vous allez avoir tous les liens pour avoir plus d'informations et bien sûr, Hassane, j'ai l'impression qu'on a perdu Laurence. Oui, il me semble aussi. Ben, ça tombe bien, elle venait de terminer. C'est un peu dommage, mais bon. Du coup, je propose que l'on enchaîne. Merci encore une fois, Laurence, pour ton intervention au sujet des dispositifs pour le plan climat BPI France. On va tout de suite enchaîner avec Elisabeth Tatro pour le club C2E de la T2E. Ça fera le lien avec Laurence. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'accueillir le club C2E dans votre manifestation. Donc, je suis la nouvelle déléguée générale du club C2E. Je suis arrivée en début d'année. Je vais vous faire une présentation en 2 temps. Je vais vous faire un rapide bilan du dispositif des certificats d'économie d'énergie et vous présenter les perspectives pour la 5e période. Je propose de couper ma caméra parce qu'on a vu qu'il y a quelques problèmes de fluidité au niveau du réseau. Par ailleurs, ça contribue à 40% d'économie d'énergie et en ces périodes de restriction, c'est pas mal. Alors, un bilan de la 4e période. Ce qu'il faut avoir en tête, donc elle s'est terminée fin 2021 et l'objectif a été atteint. Il a été atteint avec un stock de 400 TWh,
ce qui fait que la DGEC a pris la décision d'augmenter l'obligation pour la 5e période de 600 TWh, notamment pour absorber ces 400 TWh qui étaient disponibles. Alors, exceptionnellement, ça a été une année exceptionnelle au niveau de la bonification des C2E, puisque 53% de l'obligation a fait l'objet de C2E bonifiés. Alors, il y a eu des coups de pouce un peu dans le chauffage, isolation, réno global, ce qui fait que cette bonification a grimpé assez vite. Les prix des C2E ont pas mal varié au cours de cette 4e période. On est passé à des niveaux bas inférieurs à 5 € le mégawattheure CUMAC et on est passé aussi par des hauts. On est allé au-delà des 9 € par mégawattheure CUMAC. Alors, vous le verrez tout à l'heure, ça conduit la DGEC à vouloir prendre des dispositions pour canaliser un peu le prix des C2E. Alors, les C2E ont étaient majoritairement dans le cadre d'opérations standardisées. 88% des C2E faisaient l'objet d'opérations standardisées et il y a une vraie volonté en 5e période d'aller vers plus d'opérations spécifiques. J'en parlerai tout à l'heure. Le nombre de contrôles, alors là c'est le point sensible chez beaucoup d'acteurs, le nombre de contrôles va croissant. On voit 140 000 en 2020, plus de 150 000 en 2021. Donc ça va en nombre croissant. C'est une réflexion que nous allons engager avec la DGEC pour la 5e période pour réduire le nombre et faire en sorte que ce soit plus efficace. Pour autant, ces contrôles visent à garantir la qualité des travaux vis-à-vis des bénéficiaires. Donc, ils ont toute leur place. Alors, si on tire quelques enseignements de la 4e période, les points positifs, c'est quand même qu'il y a eu 800 000 travaux de remplacement de systèmes de chauffage. Donc ça, c'est important. On a eu plus de 2 millions de travaux d'isolation, 8 000 rénovations globales, et puis pour l'industrie, les sites ETS, on a eu 5 dossiers spécifiques pour des sites ETS. Donc, clairement, c'est un vrai levier pour accompagner la transition énergétique. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les fournisseurs d'énergie, les distributeurs d'énergie, pour accompagner le dispositif, dépensent entre 4 et 5 milliards d'euros par an. Donc, ce n'est pas rien. Donc, il faut effectivement qu'on ait des résultats positifs et encourageants pour poursuivre dans la durée. Alors, en termes d'axes d'amélioration, bien sûr, tout le monde souhaite la simplification du dispositif. Et puis, on s'interroge sur l'efficience du dispositif. Comme je vous l'ai dit, 4 à 5 milliards, il faut vraiment que les bénéficiaires en tirent le maximum. Et l'efficience est une question sur laquelle on peut s'interroger. Ce qui est attendu également, c'est la stabilité du dispositif et puis une vraie visibilité sur les gisements accessibles, tant techniquement qu'économiquement. Alors, les contrôles font l'objet de beaucoup de débats, leurs coûts, les modalités d'organisation, la professionnalisation de la filière. Et puis enfin, la gouvernance du dispositif va faire aussi l'objet de consultations, de concertations. Alors, au regard de cet état des lieux, quels sont les enjeux pour la 5e période? Et déjà, en termes de chiffres clés, la 5e période, c'est 3100 TWh CUMAC, dont une grande part dédiée à la précarité énergétique. Ce qu'on observe aujourd'hui, ces derniers mois, c'est une augmentation du prix du C2E sur le marché spot, une augmentation qui va doucement mais sûrement, d'autant que l'obligation a été augmentée de 600 TWh CUMAC au mois d'octobre, ce qui fait que l'augmentation du prix du C2E va se poursuivre. Alors, il y a beaucoup d'interrogations quant à l'atteinte de l'objectif, parce qu'on le voit tous, on le vit tous, le contexte est difficile. L'accessibilité des gisements, d'un point de vue technique et économique, on observe un phénomène de ciseaux. Les ménages ont une baisse de pouvoir d'achat. On voit le coût des travaux augmenter, notamment du fait de l'inflation, sur les matières premières, sur les matériels. On observe aussi une tension sur le marché de l'emploi. On a un problème de disponibilité, de compétences des personnels, des professionnels, tant pour réaliser des travaux que pour faire des contrôles. Et puis la disponibilité des équipements, des matériaux, qui se traduit par un allongement de la durée des travaux
et qui peut mettre en difficulté le dépôt de certains dossiers. Pour autant, pour que le dispositif accélère la rénovation des logements, conduise à de plus en plus de travaux pour la transition énergétique, il est important de mobiliser la filière du bâtiment, la CAPEB, la FFB, sur le dispositif des C2E, mais aussi sur ma prime Rénov'. Ma prime Rénov', et c'est la mission du programme OSCAR, le programme OSCAR qui vise à simplifier le dispositif pour les artisans. Donc, il y a déjà un certain nombre d'actions qui ont été engagées, notamment un MOOC pour former à distance les professionnels, et puis il y a des ateliers de simplification qui sont en cours. Un autre point important pour les obligés, pour les acteurs du dispositif, c'est de stabiliser le dispositif et de garder des règles dans la durée sans avoir trop d'arrêtés qui viennent modifier des fiches, qui viennent modifier des dispositions du dispositif. Alors, en termes de perspective pour la 5e période, la précarité, clairement, l'objectif dédié à la précarité en termes de production de C2E a été largement augmenté. Et il conviendra de s'articuler avec les autres dispositifs existants, avec les autres acteurs qui adressent la précarité. La rénovation globale, on met en avant un volume important de rénovation globale. Pour autant, même s'il y a eu pas mal de réalisations, hein, je l'ai dit tout à l'heure, 8000 rénovations globales, ce ne sera probablement pas suffisant pour satisfaire une majeure partie de l'obligation attendue à la fin de la 5e période. L'industrie, accompagner l'industrie. Donc, ce matin, vous avez entendu beaucoup de propositions, de solutions pour accompagner l'industrie. Bien sûr, le dispositif des C2E sera là aussi à vos côtés. Et les opérations spécifiques font vraiment l'objet d'une promotion en 2023 et dans le cadre plus largement de la 5e période, parce qu'il y a un vrai potentiel sur les opérations spécifiques. Et puis, on va continuer de développer le catalogue des fiches, tant sur le transport et l'agriculture, qui aujourd'hui propose beaucoup moins de fiches. Et enfin, le décret tertiaire, qui a des enjeux importants de 40% de réduction d'énergie à l'horizon 2030. Donc voilà, les grands axes pour la 5e période. Et bien sûr, le club C2E sera à vos côtés pour vous accompagner. Et vous pouvez vous adresser à nous, notamment via le FAQ qu'il y a sur le site internet du club C2E. Merci beaucoup Elisabeth pour cette synthèse autour du bilan et des enjeux du club C2E. Je propose de poursuivre sans plus tarder avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Occitanie et Madeleine Cras, qui va intervenir en bilan avec Marie Naguindegui. Exactement. Bonjour à tous. Comme on a pris un tout petit peu de retard, on va essayer de le rattraper au maximum tout en transmettant les informations utiles. Donc, je m'appelle Madeleine Cras, je suis responsable développement durable appui aux entreprises à la CC Occitanie. Et donc, je suis accompagnée de Marine qui se présentera tout à l'heure pour la partie financement européen. Donc, je ne vais pas représenter les chambres de réseau des chambres de commerce. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Juste vous rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'on a vocation à vous accompagner tout au long de la vie de votre entreprise, avec une offre qui va mixer du service public et une offre tarifée sur l'ensemble des thématiques que vous voyez à l'écran. Donc, en général, on est assez identifié sur la thématique entrepreneuriat et création d'entreprise, mais vous avez aussi des conseillers sur l'ensemble du territoire qui peuvent vous accompagner sur vos problématiques RH, sur votre développement à l'international et sur les thématiques qui nous intéressent aujourd'hui, donc notamment sur l'énergie et le financement de vos investissements en la matière. Donc sur cette thématique, on vous propose un parcours en plusieurs étapes, notamment une première étape d'information. Donc à titre d'exemple, on a édité un guide sur l'urgence énergétique qui récapitule notamment les dispositifs gouvernementaux d'urgence pour les factures énergie, mais aussi l'ensemble des dispositifs qui ont été évoqués ce matin pour vos investissements de transition énergétique.
Voilà, n'hésitez pas à le consulter et à vous rapprocher de votre chambre de commerce pour être alerté sur les évolutions de tous ces dispositifs. Je signale aussi qu'on a des cycles de webinaires assez réguliers sur la thématique. Si vous souhaitez avoir un soutien un peu plus poussé, on peut également vous proposer des diagnostics sur les différents volets de votre transition écologique. Donc, je reviens pas sur l'ensemble des dispositifs qui ont été évoqués par mes prédécesseurs, mais voilà, sachez à titre d'exemple qu'on peut vous accompagner sur le diagnostic tourisme durable qui a été évoqué par l'ADEME ou sur la rénovation énergétique de vos bâtiments tertiaires. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos chambres sur ces dispositifs. On est aussi partenaire de la formation FOREFEI soutenue par la T2E qui a été évoquée par Hassan en introduction. L'objectif étant, in fine, de vous aider à mettre en place un plan d'action et surtout, et aussi de trouver des solutions de financement pour ces actions. Le parcours classique, c'est qu'on vous aide à définir votre projet d'investissement et derrière, on va vous aider à mettre en œuvre l'ensemble des solutions de financement qui peuvent être mises à profit, que ce soit les aides évoquées au niveau de l'ADEME, de la région, des C2E, mais aussi des financements bancaires via la BPI et via les investisseurs privés. Et pour tous ces éléments, on a des conseillers spécialisés qui peuvent vous aider sur le montage du dossier pour avoir un dossier qui réponde aux critères d'éligibilité et qui soit le plus complet possible pour voilà, maximiser vos chances de pouvoir débloquer ces financements et lancer du coup vos projets. On voulait faire un zoom plus spécifique aujourd'hui sur la partie financement européen, puisqu'elle n'avait pas été évoquée au préalable. Donc, je vais céder la parole à Marine, qui est du coup conseillère à la CCI au sein du réseau Europe. Oui, merci Madeleine. Alors voilà, je suis Marine Arguindegui, donc également à la CCI Occitanie au sein du service Europe et chargée des projets de transition environnementale. Alors, un petit mot d'abord sur le réseau Entreprises Europe. C'est un réseau qui a été mis en place par la Commission européenne en 2008 pour accompagner les PME dans leur développement économique, dans leur résilience et dans leur transition écologique, numérique notamment. Donc, nous sommes 4000 professionnels répartis au sein de 600 structures partenaires. Donc, généralement, ça peut être des chambres de commerce et d'industrie ou des agences de développement économique, par exemple. Nous sommes répartis dans plus de 65 pays, donc principalement l'Union européenne, mais nous avons également des pays partenaires hors UE. Donc, nos services, on va accompagner les PME soit sur des problématiques réglementaires, de réglementation européenne, par exemple des problèmes de TVA, de marquage chez eux. Nous avons des juristes au sein de notre réseau qui peuvent vous aider sur ces thématiques. Également des problèmes de propriété industrielle. Et ce que je vais vous parler principalement aujourd'hui, c'est notre service d'accompagnement au financement européen et à la recherche de partenaires pour répondre à ces financements, par exemple. Donc, c'est vrai que la Commission européenne, notamment par le biais du Green Deal, a vraiment mis en place beaucoup d'actions pour accompagner la transition environnementale. Le Green Deal, je rappelle, l'ambition, c'est de rendre l'Union européenne climatiquement neutre en 2050. Donc, ils ont mis en place énormément de programmes. Donc, les projets européens, c'est très complexe. Donc là, je vous ai fait un panorama vraiment très, très résumé de ce qui peut exister dans la thématique énergie-climat. Mais si vous avez des questions sur un dispositif en particulier ou si vous vous posez la question d'opportunité pour votre entreprise, votre projet, n'hésitez pas à me contacter après ce webinaire. Donc, je vais vous présenter quelques programmes, par exemple le programme Horizon Europe, qui est très vaste et qui actuellement a sorti son programme de travail 2023-2024. Alors, il est divisé en plusieurs piliers, ce qu'on appelle, et au sein de ces piliers, également plusieurs clusters par thématique. Donc là, je vous ai mentionné le cluster 5 parce qu'il correspond
aux thématiques de climat, énergie et mobilité. Mais dans les autres clusters, par exemple dans le cluster 4 sur l'industrie, il y a également tout un pan sur la décarbonation de l'industrie. Il y a également des partenariats un peu plus spécifiques sur des sujets comme le Clean Energy Partnership, donc sur les énergies renouvelables et la transition énergétique. On a également le partenariat Clean Hydrogène, donc vraiment centré sur les technologies d'hydrogène vert, qui vient également de sortir son programme de travail 2023. Donc les appels vont ouvrir là le 31 janvier. On a également un partenariat sur les batteries. Donc voilà, je ne vais pas tout lire, mais on a également le programme LIFE qui est divisé en deux, un plutôt sur la nature et biodiversité, puis le deuxième vraiment sur le climat, l'adaptation au changement climatique et la transition énergétique. On a également le fonds d'innovation qui, eux, vont soutenir des projets qui ont vraiment un vrai potentiel significatif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça peut être des projets à petite ou grande échelle. Je vais vous parler des grandes règles des projets européens. Donc, comme vous le voyez dans le type de projet, j'ai marqué monobénéficiaire ou coopératif, mais généralement dans les projets européens, c'est des projets collaboratifs. Voilà, c'est fait pour favoriser les synergies entre pays. Donc, il peut y avoir des exceptions, mais généralement, il faut former des consortiums d'au moins 3 partenaires dans au moins 3 pays différents. Voilà. Pour le type de financement, c'est souvent sous la forme de subventions qui peuvent aller de 60 à 100% des coûts éligibles. Donc les coûts éligibles, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des coûts directs, donc par exemple les frais de personnel qui représentent souvent le plus gros de l'assiette, mais les frais de matériel, les frais de déplacement, les frais de sous-traitance. Ajouté à ça, on a les coûts indirects qui sont souvent calculés à 25% des coûts directs hors frais de sous-traitance. Donc ça, c'est les coûts éligibles. Et vous voyez que les taux de subvention, donc ça va dépendre des programmes et ça va également dépendre, je fais un petit zoom sur Horizon Europe, du type d'action. Ce qu'on appelle le RIA, c'est les actions de recherche et d'innovation. Donc là, ça va vraiment être des actions qui visent à développer de connaissances nouvelles, à étudier la faisabilité d'un procédé. Donc souvent un TRL plus bas, c'est-à-dire un projet un peu moins mature, vraiment un peu plus de la recherche, alors que les actions d'innovation, vous voyez, c'est un peu moins financé, à 60-70% pour les entreprises. Là, on va être sur des TRL un peu plus élevés, avec des projets un peu plus matures, avec par exemple une validation d'un projet à l'échelle pilote ou industrielle. Donc voilà, également une fois que le projet est financé, on a une durée d'environ 30 à 36 mois à peu près. Bon, encore une fois, il y a des exceptions, mais ça c'est les grandes règles. Et pour les critères de sélection, souvent on a 3 grands critères. Ça va être l'excellence de la proposition, donc c'est-à-dire la capacité d'innovation, la pertinence. Puis on va avoir l'impact, donc ici c'est principalement l'impact environnemental qui va nous intéresser, mais ça peut également être l'impact sociétal. Puis on va avoir la qualité de la mise en œuvre, la cohérence du consortium, voilà, la cohérence du programme de travail. Donc nous, pour vous accompagner sur ces financements européens, on propose plusieurs services. On organise très régulièrement des événements collectifs, donc soit des réunions d'information sur les appels à projets qui sont ouverts, qui vont ouvrir, des événements de réseautage qui vous permettent de trouver des partenaires pour répondre à ces appels à projets et des ateliers de bonnes pratiques avec des conseils pour candidater. On organise également des accompagnements individuels et personnalisés pour chaque entreprise. Donc, on va identifier en fonction de votre thématique et de la maturité de votre projet les programmes pertinents. Donc, on va faire de la veille personnalisée des appels, des calendriers et des conseils à toutes les étapes de l'appel à projet, donc pour identifier l'appel avec les modalités de candidature, pour rechercher des partenaires, donc soit au sein de notre base de données. Donc, comme je vous l'ai dit, on est plus de 6000 partenaires et on est en contact grâce à une plateforme, une base de données. Donc, on peut vous aider à trouver des partenaires au sein de ce réseau et grâce à l'organisation des événements de réseautage. On peut également donc, vous aider avec des conseils pour rédiger. Donc, on ne fait pas de rédaction nous-mêmes, mais on peut vous donner les bonnes pratiques et on fait également de la relecture de propositions avec des propositions d'amélioration. Voilà, donc pour rester informé, voici notre site internet où nous publions chaque mois une newsletter avec les opportunités de financement, les appels à projets actuellement ouverts ou qui vont ouvrir, les événements qui peuvent vous intéresser.
et des opportunités de partenariat au sein de notre réseau également. Donc, vous avez également mon mail. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur un dispositif en particulier. Et également, n'hésitez pas à contacter Madeleine pour plus d'informations sur les offres solutions des CCI. Merci beaucoup Madeleine et Marine pour les solutions proposées par la CCI Occitanie et Enterprise Europe Network. Je propose qu'on arrive à la fin donc des interventions. Je propose qu'on nous prenne peut-être 2 questions. Cindy, il y a peut-être des questions pour les intervenants? Oui, alors je vois qu'il y a certaines personnes qui ont déjà quitté le webinaire, qui ont posé des questions. Je propose de prendre celles où il y a encore des personnes encore présentes. Je pense qu'il y a une question là pour l'ADEME. Dans le cas de valorisation de chaleur fatale sur des eaux résiduelles industrielles, le traitement d'eau nécessaire dans le cadre de cette valorisation énergétique sera-t-il pris en compte dans l'assiette éligible des subventions? Nathalie, je sais pas si… Franchement, je vais pas dire que c'est une question piège, mais il faut que j'aille lire le détail des dépenses éligibles. J'en sais rien là. Franchement, je ne sais pas. Faut que je lise vraiment le détail de la fiche sur la récup de chaleur fatale. Est-ce que j'ai le droit de donner, je sais pas comment on procède, si on peut donner des réponses plus tard ou est-ce que je sais pas. Absolument, absolument. Toutes les questions trouveront réponse a posteriori, de toute façon. Voilà. Ouais. Donc je note le traitement d'eau. Ok. Je récup de chaleur fatale. Franchement, je sais pas. On vous adresse à la question, Nathalie, Ouais. par mail. Bah, après, on je a l'ai le répondre noté, à la mais question, ouais. Et même aux personnes qui sont déjà parties parce qu'on a un petit peu je vais aller débordé. voir tout. Enfin, ouais. Il y a une autre question sur le décret tertiaire. Quels sont les courts termes et longs termes par rapport au décret tertiaire? Je pense que ça faisait peut-être référence à une des présentations où on parlait des objectifs du décret tertiaire à horizon 2030, Question, 2040, Cindy 2050. Je pense que c'était à un moment… je sais Allô? pas s'il y a plus… Je n'entends plus. Vous m'entendez? Allô? Il y a une question donc sur les… Oui, on t'entend Cindy, très bien. Quels sont les courts termes et longs termes par rapport au décret tertiaire? Donc je pense que ça fait référence, je crois que c'était aussi sur la présentation ADEME où il y avait des écarts en fonction des objectifs à horizon 2030 et 2040 sur le décret tertiaire. Je pense que c'est ce que veut dire la question. Je ne sais pas si la personne veut clarifier ou si vous comprenez comme moi. Cindy, on a été coupé là ta question, tu n'as pas véritablement entendu. Ce que je propose. Oui, Cindy, on a un souci de son là. Ce que je propose, c'est qu'on va clôturer maintenant et répondre à toutes les questions par mail aux personnes concernées. On adressera les questions destinées aux intervenants et puis on leur répondra par la suite. Les problèmes de son sont problématiques. Je pense que c'est plus simple. Hein. Écoutez, nous espérons que ce webinaire vous aura permis d'y voir plus clair sur les solutions de financement disponibles. Dans tous les cas, vous avez à travers les présentations des points d'entrée pour chaque structure afin d'analyser plus en détail l'éventuelle éligibilité de vos projets. Vous pourrez aussi revenir sur les planches qui vous ont été présentées. Elles vous seront transmises très rapidement dans les jours qui viennent. Je souhaite remercier les participants pour leur présence, évidemment, les intervenants pour leur présentation, et puis les membres du bureau de la T2 Occitanie, et en particulier Cindy Sender et Agnès Fressinet qui ont œuvré à l'organisation de ce webinaire, sans oublier Margot Hainaut pour la communication à la T2E qui nous a bien épaulés sur ce projet. Je vous remercie encore, je vous souhaite une bonne journée. On adressera encore une fois les visuels, le replay, ainsi que les réponses aux questions qui ont été posées. Merci encore et au revoir à tous. Merci à tous, au revoir.